Et il est déjà en plateau installé avec nous depuis 2 semaines maintenant. Nous abordons les différents styles de management avec le coach Yoman, expert en coaching éthique. Bonjour à vous. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, très bien, ça va, merci. je vais bien. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attardera sur le management délégatif. Et avec vous, on aura en tout cas toutes les formes de management. Mais aujourd'hui, c'est le délégatif. Exactement. En tout cas, bonjour et bienvenue à tous et à tous, Marco. Merci. Eh bien, nous sommes donc dans la spirale du management depuis presque 3 mercredis déjà. Nous avons introduit donc sur ce sujet et nous avons essayé de montrer en réalité qu'il n'existe pas un type de management qui soit le plus excellent ou le meilleur. Il faudrait justement pour tout manager qui voudrait entrer dans la dynamique d'un management qui correspond aux personnes qu'il est amené à encadrer, devenir un manager situationnel. On a montré justement que être un manager situationnel, c'est être ce manager-là qui, certes, a un style qui lui est propre, un style qui lui est inné, mais qui cherche justement à sortir de sa zone de confort et à aller vers d'autres types de management qui vont permettre justement à ces équipes d'avoir plus de productivité et atteindre une plus grande performance. Aujourd'hui, le management, coach, a plusieurs implications. On a le management, il y a toutes les définitions du management. Tout à fait. Est-ce que cela n'effrite pas l'essence même du management? Parce que chaque coach que nous rencontrons ici, on a l'impression que chaque coach a sa définition ou des spécificités, des implications du management. Oui. Est-ce que trop de coaching du management ne tue pas le management? Est-ce que le management est toujours le même? Parce que quelles que soient les périodes que nous traversons, quels que soient tous les moyens de communication, les moyens de direction, tout ça, l'essence du management, est-ce que ce n'est pas en train d'être dévoyé? Exactement. Je pense qu'il y a un dicton ivoirien qui dit trop de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. Mais à la vérité, ce n'est pas qu'il y a multiplicité d'approches sur le management, mais ce sont les situations qui induisent en elles-mêmes en fait ces différentes approches du management. Est-ce que les situations ont changé? Les situations, avant ou maintenant? Oui, les situations ont exagérément, j'ai failli dire, changé. Parce que quand au début des années, comme j'ai dit, les années classiques du management, Monsieur Taylor décidait justement de mettre en place un process qui permette justement la standardisation de la production, c'était par rapport à un contexte précis. Dans son objectif, c'était faire en sorte qu'il y ait une chaîne de production qui soit répétitive et qu'on n'ait pas forcément besoin d'un employé qui réfléchisse, mais qui connaisse les standards de production et qu'il produise tout simplement. Après lui, on a par exemple Henry Ford qui arrive avec un autre système dans lequel il faut produire, c'est vrai, de façon standard, mais il faut baisser les coûts. Il faut permettre par exemple aux personnes qui fabriquent des véhicules d'en conduire eux-mêmes. Donc, lui, il vient avec cette perspective-là, mettre un management en place qui permette à la personne qui travaille de profiter elle-même du fruit de son travail. Après, on tombe dans un autre système. Vous voyez qu'au fur et à mesure, chacun apporte sa petite touche jusqu'à ce que, par exemple, Henri Fayol, au niveau de la France, puisse se dire, mais écoutez, c'est vrai, il faut produire, il faut profiter, mais le capital humain à l'intérieur de tout ça, c'est quoi? Donc, lui, il va introduire une notion un peu psychologique. Il va tenir compte, en fait, de la psychologie du travailleur. Et au fur et à mesure, on tombe dans des standards qui vont, en partant du bien-être de celui qui travaille vers sa prise en compte en tant que tel. Donc, en réalité, en fonction des âges, et la semaine dernière, nous avons touché à presque 4 générations qui existent avec des besoins différents. Quand on prend la génération dont nous avons parlé d'après-guerre, elle n'a pas les mêmes besoins que la génération des années 80. Et la génération des années 80 n'a pas les mêmes besoins que la génération. Il y a la révolution industrielle, il y a la guerre mondiale. Exactement. Il y a la révolution industrielle, la guerre mondiale, la première, la deuxième. Il y a l'essor des femmes. Tout ça indubitablement a une implication sur le ça va management. influencer la vie et la société des hommes. Et à partir du moment où la vie et la société changent, il est clair que les standards de gestion, eux aussi, vont changer. On a pris l'exemple la semaine dernière de la génération Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas manager, d'accord, quelqu'un qui appartient à cette génération qu'on appelle la génération Z, qui est beaucoup plus Internet, beaucoup plus réseaux sociaux. Vous voyez, même les besoins de socialisation changent. Pourquoi? Ils n'entrent pas, en fait, dans le travail en vue, en fait, d'une certaine stabilité économique. Ils entrent pour une affirmation de sa personne. Ils entrent dans le système, par exemple, du travail, celui de la génération Z, pour se prouver à lui-même qu'il est arrivé à un certain stade de son évolution.
coach, ce qui est différent dans avec les autres générations. Dans cet écosystème-là, c'est clair qu'à chaque époque, c'est réalité. Exactement. Donc, la réalité qui est plus proche de nous, c'est celle qui se passe maintenant. Qu'est-ce qu'induit le management délégatif Alors, maintenant contrairement aux autres types de management, on va dire que le management délégatif est le style de management dans lequel le manager est arrivé à un point où il a en face de lui, ne l'oublions pas, il y a toujours la motivation, la compétence, et il a en face de lui une équipe motivée et compétente. Donc, puisque l'équipe est motivée et compétente, donc elle sait faire, elle sait faire ou elle a un savoir-faire, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la latitude à son équipe de décider de la façon de gérer ou d'organiser le travail. Cette manière de faire existait par le passé. Elle a parlé d'écosystème, elle a parlé de nos réalités, mais les réalités ne sont pas descendues du ciel. Les réalités tirent leurs racines dans ce qui s'est passé avant. Tout à fait. Ce qui change, par contre, c'est l'environnement. C'est l'environnement qui change. Sinon, l'essence du management, vous conviendrez avec moi, n'a pas changé. Oui, l'essence n'a pas changé, mais comme je dis, dans le fond, l'essence va progressivement évoluer. Mais garder sa racine. Garder sa racine parce qu'au fond, c'est la gestion des hommes. Voilà. Mais cette gestion va évoluer en fonction des circonstances. Prenons un premier système. Au fond, c'est la gestion des hommes. Au fait, ce qui ne change jamais et qui me conforte dans ma position, c'est que on travaille toujours avec l'homme. L'homme a toujours deux yeux, une tête, il ne change pas. Mais autour de lui, ça change. Mais la chance qu'on a dans tout ça, c'est que l'homme est toujours le même homme. L'homme de 1935 a les mêmes propriétés que l'homme de 2017. Oui, les mêmes propriétés, mais pas les mêmes besoins. Justement. Et comme il n'a pas les mêmes besoins, par exemple, quand on parle de l'époque du taylorisme, les personnes à cette époque-là, l'objectif, c'est l'appétence quotidienne. Il n'a pas un autre objectif que ça. Il sort de guerre. Il y a la révolution. Exactement. Donc, son besoin ici n'est pas de s'affirmer professionnellement. Son besoin ici n'est pas de gravir les échelons professionnellement. C'est comment avoir les ressources qui lui permettent de continuer d'allumer, comme on dit, là, le charbon à la maison. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système dans lequel on ne peut plus être directif comme on l'était dans les années 20 ou dans les années 30. On est obligé d'entrer dans une forme de collaboration avec les personnes dans l'environnement de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important de faire comprendre que le boss, comme on le dit dans l'entreprise, il doit avoir une dimension en fait même de coach. Et c'est ça en fait le management délégatif. Dans la délégation, je me rends compte par exemple des compétences de Marco, je me rends compte des compétences de celui avec lequel je travaille et je lui donne plus d'autonomie, je lui donne plus de capacité de faire montre de son savoir-faire. À partir de ce moment-là, j'accepte d'une certaine façon de m'effacer au profit de mes collaborateurs qui, eux, vont essayer de faire en sorte que l'entreprise, comme on dit dans le jargon, la boîte, puisse gagner en fait en puissance, puisse gagner en productivité. Ce qui ne se passe pas forcément dans le management directif, dans lequel il y a une toute puissance du manager, il sait tout. Il croit tout et il est celui autour de qui tout tourne. Les autres n'ont pas, en guillemets, comme on dit, la matière grise suffisante pour apporter même des propositions. Exactement, même des propositions dans la façon de fonctionner. Et tu l'as dit la dernière fois, quand par exemple un nouveau directeur ou un nouveau manager prend les rênes d'une entreprise alors qu'il ne maîtrise pas forcément l'environnement de cette entreprise et qu'il veut être directif, l'échec lui pend au nez. Pourquoi? Mais parce qu'il peut avoir justement la culture du management, il peut avoir son expérience à lui dans le management, mais quand vous entrez dans une entreprise dans laquelle des personnes ont quand même de l'expérience, ils ont du métier, ils maîtrisent l'environnement de travail et que vous ne collaborez pas avec ces personnes, donc vous ne respectez pas leur intelligence, vous ne respectez pas justement les années que ces personnes-là ont bien pu passer dans cet environnement pour amener cette entreprise à un certain niveau. À partir de ce moment-là, on a rétention d'informations. On a, par exemple, une certaine lourdeur volontaire qui s'impose dans l'exécution. Mauvaise foi. Tout à fait, mauvaise foi. Le tout délégatif aussi est dangereux. Exactement, on l'a vu dans tous les systèmes dont nous avons parlé. Il y a des bons côtés, il y a de mauvais côtés. Il faut savoir que déléguer ne signifie pas tout simplement arrêter de faire ce qu'on a à faire pour que d'autres le fassent. Et c'est ça qu'on constate malheureusement dans nos différentes administrations. C'est que finalement, ce n'est plus de la délégation en tant que telle, mais comme j'aime l'appeler, c'est de la reprise de main. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit et j'arrive au boulot. Qu'est-ce que je fais? J'ai des stagiaires, j'ai un certain nombre. Voilà, je donne le travail et pour que d'autres le fassent à ma place. Dans la délégation, ce n'est pas que d'autres le fassent à ma place, c'est que je puisse donner l'opportunité à d'autres de
pouvoir montrer leur savoir-faire. Pourquoi pas leur donner aussi à eux leur chance de devenir justement des personnes que l'entreprise peut promouvoir. À quelle proportion de ma position de manager? Bon, dans ma position de manager, en fait, je vais définir un cadre. Il y a toujours le cadre, ne l'oubliez pas. La semaine dernière, on a eu l'exercice sur le cadre. C'est-à-dire que je vais fixer un certain nombre d'objectifs. Quels sont les objectifs? Par exemple, dans cette semaine, on doit vendre, je ne sais pas, 1000 véhicules. OK? Comment on vend les 1000 véhicules? Je fais suffisamment confiance à mon équipe pour trouver des stratégies, pour discuter de stratégies. Donc, à un premier niveau, on discute et ensuite, on fait un retour au manager. On lui dit, bon, voilà, nous pensons que pour que les 1000 véhicules sortent cette semaine, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Je vous fais confiance, faites ce qu'il y a à faire. Mon objectif, c'est que d'ici à vendredi, on ait les 1000 véhicules qui soient vendus. Donc, je n'entre pas, en fait, dans la façon dont le travail va se faire concrètement. J'ai un objectif et je m'en tiens à cet objectif-là. Deuxième système très important, on a 1000 véhicules à vendre. Je souhaite, par exemple, que chaque jour de la semaine, il y ait par exemple 200 véhicules qui sortent. Sur les 200 véhicules qui doivent sortir, comment vous pensez que les choses peuvent se faire? Donc, on passe de l'objectif hebdomadaire à un objectif, par exemple, qui est journalier. Mais on reste dans l'essence même de la délégation. Comment vous vous organisez? Quelles sont les idées que vous apportez? Est-ce que vous décidez, par exemple, de faire un showroom de véhicules dans des stations-service? Est-ce que vous décidez, par exemple, de faire une caravane? Ça, c'est vous qui proposez. Et voilà, les choses. Déléguer, c'est bon, mais à quelle physionomie de l'entreprise on peut déléguer? Est-ce que le dirigeant de l'entreprise jeune, de la PME, de la très petite entreprise qui débute, a la même facilité ou bien doit avoir être enclin à déléguer facilement, ou bien on attend une certaine maturité de l'entreprise ou une demi-maturité? À quel moment? Oui, parce qu'au début, je m'excuse, au début c'est compliqué, c'est difficile, on joue sa vie, là, on joue la survie de l'entreprise. Exactement. On ne peut pas déléguer pour déléguer. Déléguer pour déléguer, c'est clair. Voilà. Exactement. Mais comme on l'a mentionné, il y a l'aspect qui est toujours lié à la compétence et à la motivation. On peut être juste une entreprise, une toute petite entreprise, on peut n'être que juste 2 personnes à l'intérieur de l'entreprise, mais j'ai en face de moi un collaborateur super motivé, super compétent. Du coup, il m'aide en fait dans ma tâche parce que je ne suis plus obligé de tout faire. Je peux laisser un aspect du travail entre ses mains pendant que, qu'est-ce que je fais? Je me concentre peut-être sur... Le premier marché, par exemple? Par exemple, sur le premier marché, je peux être dans la dynamique, donc d'être dans une certaine forme d'accomplissement sur des objectifs terrain que je peux laisser à mon collaborateur. Et puis de l'autre côté, par derrière, moi je suis dans le suivi, je suis dans le contrôle. Et dans la supervision, ça me permet d'une certaine façon d'avoir une économie de temps qui va nous permettre d'atteindre plus de rentabilité. Il est clair que, comme je l'ai montré la semaine dernière, différents types d'entreprises n'ont pas les mêmes réalités. Voilà. D'accord? Quand on prend par exemple quelqu'un qui est dans le domaine de la confection, prenons un exemple, de la confection de chaussures. Il est cordonnier professionnel, il veut professionnaliser son activité. Le truc, c'est qu'il a une commande très urgente. Cette commande-là, c'est la commande de quelqu'un de très important. Il sait qu'en vendant cette chaussure-là, c'est des milliers ou des centaines d'autres chaussures qui sont vendues. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas être délégatif. Voilà. Il est obligé d'être lui-même au créneau, d'être aux affaires. C'est ce qui se passe dans les petits business. Par exemple, vous avez un couturier, au début, par exemple, vous avez un couturier, etc. Il sait que là, l'avenir de l'entreprise se joue. La notoriété de l'entreprise se joue, mais vous allez vous rendre compte qu'à partir d'un certain moment, quand vous avez en face de vous un collaborateur super motivé et super compétent, on ne voit même pas la différence entre quand c'est lui qui a fait le boulot ou quand c'est le patron qui a fait le boulot. Le plus important, comme je l'ai montré ici, c'est la performance, la rentabilité et la capacité pour cette entreprise-là de produire du résultat. Et si donc on a à l'intérieur des personnes capables de le faire, eh bien, comme on dirait, c'est une bénédiction du ciel à la vérité. Donc, à chaque fois, comme je l'ai montré, on va montrer dans quelles circonstances on utilise ce type de management, quelles sont ses limites et puis quel est le comportement du manager à l'intérieur de ce système de management. Alors, pour le management délégatif, il est défini clairement des missions. Donc, comme je l'ai dit, on ne vient pas juste dire « Ok, ce matin, je pense que c'est toi. » Non, 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 non. On définit des missions et on responsabilise à la vérité. À la vérité, ça s'assoit sur l'anticipation. Tout à fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je sais à l'avance qui, pour telle ou telle tâche, pourrait être à mesure de m'apporter du résultat. Donc, à la limite, je ne fais que manager comme un coach. Et c'est cela, en fait, le système de délégation qui devient, en fait, une sorte de coaching. Et l'étude des profils.
Exactement. Je connais mes collaborateurs. Je sais qui est Je sais capable à de... qui j'ai affaire. Exactement. Je sais à qui je dois confier quoi. Exactement. À quel moment précis. Exactement. Et donc nous, en tant que le coach, enfin le coach, le Exactement, patron, c'est ça, c'est ça. Le coach, il joue manager, sur le timing. Exactement. Mais ce n'est pas de la manipulation. Mais ce n'est pas de la manipulation. Bon, enfin, quand on dit c'est pas de la manipulation, dans notre jargon, la manipulation, elle est utile. Positive, Puisque je sais qu'en donnant le travail à une tierce personne, et des fois la délégation va un peu plus loin. Je vous explique un petit topo en termes de management. Je sais par exemple que dans mes profils, j'ai une personne qui est dans le gaming. Le gaming, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans le défi. Je ne lui confie pas une responsabilité directe. Je confie une responsabilité, donc quelque chose qu'il aurait bien pu faire à quelqu'un à côté de lui, ça le challenge. Donc automatiquement, il bout à l'intérieur de lui-même parce que c'est le type de personne qui a envie de montrer son savoir-faire, mais en comparaison de quelqu'un d'autre. Donc en général, cette responsabilisation qui est faite pousse en fait le collaborateur à donner... Exactement, un peu plus vicieux aussi souvent. Mais c'est ça le manager, la réalité. C'est quelqu'un qui utilise ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et quand il a cette intelligence émotionnelle-là, il est capable de pousser ses équipes. Et si on y prend garde, comme j'ai expliqué, on assiste un peu à ce burn-out parfois dans les entreprises où on a constaté il n'y a pas très longtemps, hein, de l'autre côté de l'Hexagone, des personnes ont sauté du haut de leur bureau, se sont retrouvés dans des situations de stress exagéré, tout simplement parce qu'on a un manager qui avait un système de délégation, mais un peu à la limite un système de délégation un peu pervers parce qu'il était capable de pousser les gens même dans les moindres retranchements. N'oublions pas, le manager situationnel, il connaît le potentiel de chacun de ses collaborateurs et il connaît leurs limites. Donc, il n'exploite pas même au-delà des limites qui sont dévolues. Alors, quelles sont les limites? Marco l'a posé tout à l'heure comme question. Quelles sont les limites à la vérité d'un tel style? Alors, un tel style a des dangers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'effacement complètement de la tête de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le travail n'est fait que par les collaborateurs qui, dans l'absolu, croient qu'ils n'ont plus besoin en fait du manager en question pour faire ce qu'ils ont à faire parce qu'il y a le manque en fait de compte rendu. On ne se sent plus obligé de rendre compte. On fait des réunions debout. Exactement. Les fameuses réunions debout anglo-saxonnes de 10 minutes. Exactement. Et malheureusement, il faut tenir compte du contexte social dans lequel on évolue parce que très souvent, malheureusement, si cette délégation est hyper active à l'intérieur de l'entreprise, on a un manque parfois de respect pour l'autorité, on a un manque d'égard pour l'autorité. Il faut que le spectre du patron reste. Exactement, ça doit planer, mais d'une façon qui permette justement aux managers de faire justement constamment ce feedback-là qui soit journalier. C'est ce que Jacques Séguéla appelle la dictature rangée du boss. Bon, enfin, d'une certaine façon, il faut qu'il soit présent, d'une certaine façon. Et puis, dans quel cas on l'utilise, on revient vraiment encore sur ce point-là. On va utiliser justement l'aspect délégatif quand le manager connaît bien ses collaborateurs. J'insiste vraiment de 3 traits, quoi, sur connaître bien ses collaborateurs et leurs compétences au travail. Donc, une fois que vous avez ces éléments-là, ça ne sert vraiment de rien de vouloir centraliser le travail sur votre personne parce que finalement, on a la conséquence d'un laxisme. Coach, on a un souci aussi. Oui. Ça, là, vous parlez de quel genre d'entreprise? C'est ça aussi. Ça, c'est une entreprise privée, une entreprise qui appartient à un tiers ou bien une entreprise publique. À tout type d'entreprise. Parce que la vérité, c'est que dans une entreprise publique, ce n'est pas la même chose. C'est un autre environnement. Oui. C'est un autre décorum. Donc, on fait comment? On fait comment? Ça n'a rien à voir avec l'entreprise de M. Yoman qui est seul. Il sait qu'il a ses fonds propres, il est avec son épouse, mais c'est compliqué aussi à gérer ça. Exactement. Le truc, c'est que beaucoup de personnes s'imaginent que quand on est dans le service public, le management n'a plus sa raison d'être. Un tout petit exemple, un manager reprend les rênes d'une entreprise, on lui explique ici, les gens ne viennent pas aux réunions, les gens n'assistent pas aux réunions, ils backent tout, etc. OK, il se pointe aux réunions tous les lundis à 6 heures. Il est là, il est présent, même quand il n'y a personne, il fait les réunions, lui seul, hein, il fait les réunions tout seul, après, il voit avec son assistante. OK. Et au bout de 2 ou 3 lundis, on se rend compte qu'à 6 heures, le patron est déjà présent, il est à la salle de conférence, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens ont commencé à entrer dans sa logique. Pourquoi? Parce que les demandes d'explication suivaient tout le temps. Celui qui a précédé, il s'est dit, les gens ne sont pas dans la logique de faire des réunions. OK, je rentre dans leur logique. Le problème, en fait, dans ce système-là, c'est qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a l'autorité, justement, du manager qui joue.
et parce que le manager aura appris comment on manage. Parce que le plus souvent, on ne renforce pas ses capacités. Le plus souvent, on ne fait pas appel justement à des professionnels extérieurs qui viennent et qui regardent la physionomie actuelle de l'entreprise et qui peuvent dire à partir d'études bien menées, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut mettre en place pour oxygéner d'une certaine façon l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que coach d'entreprise, nous proposons très souvent ce qu'on appelle des team building. Permettre aux collaborateurs de sortir un tout petit peu de leur cadre, de se retrouver dans un environnement dans lequel on va mettre vraiment à l'épreuve leurs différentes compétences et permettre aux uns aux autres de se rendre compte que, par exemple, je suis peut-être dans l'entreprise depuis 15-20 ans, je commence à m'émousser un tout petit peu, il faut peut-être me challenger beaucoup plus. Et s'il est vraiment dans la dynamique d'être challengé, donc de faire ou de découvrir de nouvelles compétences, il sent le besoin ou sent le désir vraiment de se mettre à la tâche. De l'autre côté, celui qui sait faire, qui a de la volonté, mais à qui on ne confie jamais rien, il perd en fait en motivation parce qu'il a l'impression d'être dans un environnement où il n'essaie pas grande chose parce qu'il a comme une intelligence qui survole un peu l'environnement dans lequel il se retrouve. Donc, manque de peau pour lui. Il n'a plus envie de se mettre vraiment à la tâche. Donc, une fois que ce travail de team building, une fois que ce travail de construction d'équipe est fait, le manager, qu'il soit dans un secteur public ou dans un secteur privé, il va se rendre compte que sa méthode de gestion des collaborateurs qu'il a n'est peut-être pas la bonne. Et c'est là où le hic, parce qu'en tant que manager, on n'a pas cette humilité de se dire « j'ai pas le bon système » ou « j'ai pas la bonne façon de conduire mes équipes » et c'est peut-être ma mauvaise façon de conduire mes équipes qui induit en fait ce laxisme ou ce manque d'entrain dans le travail. Donc quand ça ne va pas, c'est un peu comme le corps humain. Dès lors que l'organisme ne se sent pas bien, c'est que le système immunitaire a une faille, c'est qu'il y a un corps étranger qui est entré. Quand l'entreprise, dans son écosystème, a des failles, c'est vrai, il faut peut-être trouver, comme on dit là, le bouc émissaire, mais parfois, quand on tend l'index vers une personne, on a 3 voire 4 autres doigts qui reviennent vers soi. Donc, il faut parfois aussi que les managers, et ça, c'est notre combat en tant que coach d'entreprise, c'est de dire, oui, les collaborateurs peuvent être défaillants, etc. Mais si on a un bon manager à la tête d'une équipe, il est capable de faire des remplacements tactiques. C'est là où on parle du coach manager. Il est capable de regarder sur le terrain de son équipe en GM et de voir que tel joueur est en train de perdre en performance. C'est vrai qu'il n'est pas un mauvais joueur, mais ça fait longtemps qu'il joue. Donc, il faut juste peut-être faire des remplacements techniques. Et automatiquement, l'aération dans le système de jeu de l'entreprise se fait et puis les buts sont marqués tout simplement. Voilà un tout petit peu ce à quoi justement nous travaillons et il faut que nous comprenions qu'une bonne entreprise, ce n'est pas seulement de bons salariés, ce n'est pas seulement des collaborateurs compétents. Une bonne entreprise, c'est un manager qui a la capacité de jouer de toutes les cartes managériales qu'il a en main, qu'il soit manager d'une entreprise publique, manager d'une entreprise privée. Ce que je dis ici vaut autant, même pour la famille. Vous êtes un papa, vous avez parmi vos enfants, vous savez par exemple à qui vous confiez certaines tâches. Vous savez que celui-là, si vous lui demandez d'aller faire telle course, eh bien c'est pour le lendemain que vous aurez les éléments. Voilà, tel autre, bon, enfin, il connaît en fait sa famille et il sait comment jouer justement sur les différentes tâches. Le meilleur profit de chaque... Tout à fait. Mais quand on est manager et qu'on n'a jamais fait de test de personnalité de ses collaborateurs, on ne connaît même pas le profil psychologique de ses employés. Comment vous voulez atteindre des performances? Cette étude-là, ça passe par quoi? En général, nous, on propose ce qu'on appelle un test de personnalité. Le test de personnalité, nous aurons l'occasion peut-être la semaine prochaine d'en faire pour vous permettre de savoir le type de manager que vous êtes. Alors, quand on arrive dans une entreprise en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce qu'on appelle la réunion tripartite. Réunion avec le manager de l'entreprise, réunion avec donc les collaborateurs de l'entreprise et réunion avec le coach. Donc, ça fait trois parties. Et on va échanger et on va se rendre compte à un moment donné qu'il y a des profils dans l'entreprise. Des personnes ont besoin de savoir qui elles sont en situation. Donc, on va décrire, par exemple, 4 voire 5 types de situations avec des réactions assorties. Et il faudra simplement que la personne qui remplit le test puisse cocher. Je coche, je coche, je coche et au bout, on a un résultat qui nous permet de dire, OK, vous êtes par exemple, vous, un manager, on va dire, délégatif, dans le fond, dans l'âme, mais vous avez une équipe qui a besoin d'un management participatif. Comment? Le bon manager aussi, c'est celui qui s'adapte. Il y a des profils atypiques, mais qui font pencher positivement l'entreprise. Oui, il y a ce joueur-là qui ne paie pas de mine, mais quand il rentre, quand on lui fait confiance, il peut marquer de grands buts. C'est tout à l'honneur du coach qui doit savoir déceler. Et c'est comme ça aussi par rapport aux entreprises publiques notamment, où au-dessus,
au-dessus, quel que soit le bon management. Il y a des décisions qui ne sont pas cartésiennes. On est là, donc nous, on veut notre type là. Quelle que soit la qualité. Voilà, vous voyez exactement, un peu de quoi je parle. comprends, Donc, ouais. ça veut dire qu'il y a tout ça le management, c'est en fait une science à inculquer à tout un ensemble. Tout un ensemble, Comme ça, exactement. tout le monde a le profil management. C'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, il y a des gens qui sont là, qui sont inamovibles, qui ne sont pas arrimés à tout changement de vent. Et c'est clair, et il faut en tenir compte. C'est-à-dire que quand on parle de situation, ce n'est pas forcément de tout changer. Hein. C'est que parfois, on puisse se dire, il y a une personne qui peut être justement la chenille ouvrière autour de laquelle les autres peuvent graviter. Et c'est justement ça, l'intelligence que le manager doit avoir pour appliquer les différentes situations de management en question. Voilà. Il doit avoir des qualités de joueur d'échecs, d'entraîneur en même temps. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, oui. Voilà. Alors, nous en sommes en tout cas au terme de cet entretien sur le management délégatif. Tout à fait. En définitive, pour récapituler, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, pour récapituler, il faut dire tout simplement qu'une situation donnée correspond à un type de management essentiel à trouver. Comment trouver le bon style de management appliqué à la situation en question? C'est justement de connaître les 4 types. Les 4 types, nous les avons vus et je pense que la semaine prochaine, nous aurons l'occasion de battre en retraite tout ce que nous avons vu jusque-là. Merci coach. Merci à vous.